7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et la journée spéciale sur France Culture, comme sur toutes les antennes de Radio France, se poursuit. Avoir 20 ans en 2021 avec deux points de vue. Celui d'un sociologue, Camille Penny. Bonjour, vous êtes professeur de sociologie à l'université Versailles-Saint-Quentin et vous avez notamment publié Le destin au berceau, inégalité et reproduction sociale aux éditions du Seuil. Et puis Nesrine Slaoui, bonjour, vous êtes journaliste et vous publiez Illégitime aux éditions Fayard. Dans Illégitime, vous racontez comment on appelle ça une transclasse, une expérience de transclasse aujourd'hui. La jeune fille d'Apt arrive après avoir fait des études à Sciences Po Paris. Et justement, j'aimerais vous entendre, Nesrine Slaoui, car Sciences Po est à de nombreux égards dans l'actualité du fait de la démission du directeur Frédéric Mion, mais aussi du fait du lancement d'un hashtag Balance ton Sciences Po. Votre point de vue là-dessus, je crois que vous avez enquêté d'ailleurs sur ce deuxième point. Effectivement, moi j'ai reçu plusieurs dizaines de témoignages d'agressions sexuelles et de viols au sein de plusieurs Sciences Po et on ne peut que se réjouir de la libération de la parole. Moi surtout ce que je constate c'est que les administrations admettent qu'elles ne sont pas encore assez armées et qu'elles n'ont pas encore les commissions pour accueillir cette parole-là et si ça aboutit au moins à un changement tel, c'est le plus important en fait. C'est-à-dire que la libération de la parole, elle aide les victimes à se sentir apaisées, avoir un espèce de sentiment de solidarité. Mais c'est surtout la réponse de l'administration qui va être intéressante de voir comment ça va changer et comment, au sein de l'école, il va y avoir de la prévention et de l'éducation sur ce qu'on appelle la culture du viol, justement. Qu'est-ce que ça raconte sur cette école, sur les Sciences Po, sur la jeunesse aussi ? En fait, c'est juste le prolongement du reste de la vie, de ce qu'on a aussi comme éducation dans l'enfance. Et ce qui est plus gênant, c'est que Sciences Po jouit d'une image prestigieuse, donc il y a une image d'élite, et c'est gênant si on ne combat pas ce problème-là, parce qu'on le retrouvera plus tard dans le milieu professionnel. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un malaise en fait, des jeunes filles à Sciences Po qui les pousse à ne pas poursuivre leurs études. Par exemple, tous les témoignages que j'ai reçus, moi, les filles ont dû redoubler. Parfois, elles ont quitté Sciences Po à cause de la violence du sexisme dans cette école-là. Donc c'est vraiment un questionnement de à quel point ça joue sur les carrières, et surtout à quel point on a hérité ça depuis l'enfance, cette culture-là du sexisme, et c'est notamment le bizutage qui est souvent mis en cause dès la première année à Sciences Po. Quel regard porté sur cette jeunesse partant de pandémie? Camille Penny, vous avez beaucoup étudié notamment les inégalités sociales et leur reproduction. Comment celles-ci vont être transformées, atténuées ou accentuées par la pandémie selon vous parmi les jeunes? Effectivement, quand on parle de la génération des jeunes de 2021, on sait que c'est une génération qui est diverse. C'est une génération qui est traversée par les inégalités liées à l'origine sociale, à l'appartenance territoriale, à l'origine ethnique, au genre. Voilà, donc il y a beaucoup d'inégalités. Et ce que révèle la pandémie, à mon sens, c'est effectivement ces inégalités précisément. À savoir, on s'aperçoit par exemple que les jeunes de 18 à 25 ans qui n'étaient plus en études, qui avaient décroché précocement, eh bien, vont être en extrême difficulté sur le marché du travail du fait de la longue crise économique qu'il y a devant nous. On s'aperçoit aussi que les étudiants de 2021, ce ne sont plus les étudiants d'il y a 30 ans ou d'il y a 20 ans, ce sont des étudiants qui sont plus souvent d'origine populaire avec la massification scolaire et donc qui sont proches de basculer dès lors qu'il y a un accident dans leur parcours. Donc effectivement, s'ils ont perdu leur travail qui était absolument nécessaire pour pouvoir financer leurs études, ils basculent dans des situations de grande précarité. Tous les étudiants ne peuvent pas compter sur l'aide de la famille, c'était davantage possible quand ils étaient issus majoritairement des classes moyennes ou des classes supérieures. Aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants d'origine populaire qui ne peuvent pas compter sur une aide de la famille. Donc effectivement, on a là, depuis un an, cette pandémie qui révèle des failles au sein de cette jeunesse qui étaient déjà visibles quand on l'a regardée auparavant, mais qui là vraiment apparaissent aux yeux de tout le monde. Votre point de vue, Nesrine Slaoui? Je peux qu'appuyer ce que le sociologue vient de préciser, parce qu'en fait, ce qui me choque, moi déjà, c'est qu'on n'a pas pris en compte le problème des étudiants dès le début. Dès le premier confinement, on les a ignorés et progressivement, on s'est intéressé à leurs paroles, à leur vécu, au fait qu'ils vivent déjà très mal le fait d'être en résidence universitaire, par exemple, dans des chambres de 9 mètres carrés en conférence Zoom toute la journée. Donc, en fait, s'il y a déjà de base des inégalités sociales dans la société, comme je le raconte moi dans mon livre et ce que j'ai vécu, j'imagine même pas là en temps d'épidémie ce que ça va créer justement en termes d'inégalités. Et
comme le disait Camille Penny, ceux qui vont s'en sortir en fait face à cette crise, c'est ceux qui ont les moyens d'être aidés par leurs parents et ceux qui ont peut-être le réseau derrière pour trouver aussi du travail. Donc c'est assez inquiétant de voir que c'est assez peu pris en compte justement par les décideurs politiques. Mais alors, on écoutait tout à l'heure Edgar Morin. Alors, Edgar Morin, sur le plan sociologique de ses travaux universitaires, a été l'un des premiers à étudier la jeunesse en tant que notion. Et donc, il s'agissait de dire qu'il y avait un groupe d'âge homogène. Il ne disait évidemment pas que tous les jeunes étaient identiques. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, Nesrine Slaoui, sur la notion de jeunesse, sur la façon dont la jeunesse aujourd'hui existe dans sa diversité? Et justement, moi je crois que les jeunes sont de plus en plus conscients qu'ils ne sont pas homogènes et même ils revendiquent ce fait-là. On a de plus en plus d'engagement contre le racisme et le sexisme par exemple. J'ai l'impression que c'est une génération qui a compris tout ce qui la différencie et justement toutes les discriminations liées à ces différenciations-là. Donc moi je pense qu'elle a conscience justement de son non-homogénéité et qu'elle se bat pour être acceptée en fait dans toute cette diversité-là. Et je sais que ça inquiète en généralement parce que c'est une jeunesse qui a... Moi je l'ai vu par exemple aux manifestations de cet été, j'étais très marquée par toute leur éducation. Bizarrement, on a souvent... Manifestation de cet été contre le racisme et les violences policières. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec eux qu'ils s'étaient ultra informés sur les réseaux sociaux et bizarrement pas forcément de la mauvaise façon. Donc moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on est face à une jeunesse qui n'est pas homogène et ça ne l'inquiète pas forcément en fait, de ne pas l'être justement. Camille Penny, votre point de vue? Oui, je ne suis pas certain que quand Edgar Morin, dans les années 60, s'intéresse aux jeunes, la jeunesse soit si homogène que ça non plus d'ailleurs. Il y a toujours eu une jeunesse qui a été traversée par les inégalités sociales. On s'aperçoit par exemple aujourd'hui que quand on parle de la jeunesse, on a l'image de la jeunesse étudiante. Tout de suite, on a en tête la jeunesse étudiante. Et en fait, quand on regarde les données statistiques, on s'aperçoit par exemple que parmi les 18-25 ans, finalement, les étudiants, c'est jamais qu'une moitié de la classe d'âge. Donc, ne serait-ce que du point de vue du moment du cycle de vie où on en est, on s'aperçoit que cette jeunesse est hétérogène. Moi, je pense qu'il y a une conscience commune qui est partagée par beaucoup de jeunes, on le voit dans les données statistiques, c'est vraiment le sentiment qu'il est difficile de montrer ce dont on est réellement capable en France. J'avais regardé dans des données d'une enquête européenne il y a quelques années, c'était les Français, les jeunes Français de moins de 30 ans, je crois que j'avais regardé, qui étaient les plus pessimistes sur cet item-là, c'est-à-dire le sentiment finalement que le destin est fixé assez tôt et que si on a raté la bonne porte à un moment, si on est né dans un milieu social avec des difficultés, si les parents avaient des difficultés à un moment donné, il est très difficile d'avoir une seconde chance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui caractérise la jeunesse française. C'est le sentiment de devoir faire très vite. Il faut avoir le bac à 18 ans. Si vous l'avez à 19 ans, vous êtes déjà étiqueté comme élève en retard dans les statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Et ensuite, il faut se dépêcher jusqu'à entrer sur le marché du travail, connaître une période de bizutage social, jusqu'à accéder enfin au Graal qu'est le CDI. Et je pense que ça, c'est ce qui caractérise la jeunesse française au-delà de ces différences, c'est le fait de devoir se dépêcher et finalement d'avoir peu de secondes chances réellement. Alors justement, Nesrine Slaoui, vous racontez dans Illégitime la manière dont vos études, dont vous avez pu arriver, donc je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à Sciences Po Paris, alors que statistiquement, eh bien, il fallait justement faire mentir ces statistiques et les déterminismes sociaux. Rétrospectivement, quelles leçons en tirez-vous ? J'en retiens, c'est pour ça que le livre s'appelle Illégitime, j'en retiens de ne plus chercher la légitimité justement parce qu'en fait pour avoir un parcours valorisé en France, il faut, voilà, comme le disait Camille Penny, il faut valider plusieurs stats, le bac, puis moi je voulais être journaliste et on m'avait dit il faut faire Sciences Po, donc j'ai fait Sciences Po et finalement je me suis rendu compte que rien n'effacerait jamais le fait que je viens d'un milieu populaire et que même il faut que j'arrête d'essayer d'effacer cette étiquette-là, c'est-à-dire que j'ai dû corriger plein de choses pour entrer à Sciences Po. Quoi par exemple ? Ma façon de parler, je parle avec un accent du Sud qu'on n'entend plus du tout, ma façon de me comporter, ma façon de m'habiller, il y a plein de choses qui ont dû changer, tout simplement parce que la violence de classe dans cette école fait qu'on vous fait sentir à part et que la seule façon d'être accepté, c'est de commencer à gommer ce qui dérange les autres. Donc, par exemple, c'est tout simple, mais tout ce qui est populaire à Sciences Po ou dans les grandes écoles en général, c'est considéré comme beauf ou comme vulgaire. Donc, il y a tout un système de correction qui est mis en place par la violence de classe. Et aujourd'hui, moi, j'essaye de m'en détacher totalement et d'accepter mon étiquette populaire et même de dire, c'est pour ça que j'ai du mal avec le mot transclasse et transfuge, c'est parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait un transfert
camarades de classe. J'ai pas l'impression d'être devenue bourgeoise, j'ai pas l'impression d'avoir intégré une classe dominante. Je reste profondément populaire et c'est une étiquette qui me suivra toute ma vie. Et le destin des conventions ZEP, parce qu'à cet égard, vous dites des choses intéressantes. Vous n'avez pas fait une convention ZEP. Non, je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs, on m'a souvent associé, parce que je viens d'un milieu populaire et que j'ai un nom à consonance étrangère, on m'a souvent associé à la procédure CEP. Moi, j'en ai pas bénéficié. Dans le livre, j'interviewe Maxime, qui était un camarade de promo, qui a fait cette procédure-là. Et il me dit, au final, on est venu nous chercher pour notre diversité sociale et on nous a étiquetés de quotas pendant toute notre scolarité. Donc en fait, ils sont stigmatisés à partir du moment où ils franchissent les portes de l'école. Leur diversité, au lieu d'être une richesse comme la Convention le voulait, elle devient vraiment une étiquette pesante sur le long terme. Et par ricochet, du coup, toutes les personnes issues de milieux populaires et issues de l'immigration, pour mon cas, sont rattachées à cette procédure CEP. Si on fait des comparaisons internationales, Camille Penny, est-ce que la France est particulièrement mal placée en matière de reproduction sociale? Qu'en est-il? Parce qu'il faut aussi comparer les situations ailleurs pour voir ce que notre système produit ou ne produit pas. Alors effectivement, il y a des synthèses ou des comparaisons qui sont régulièrement publiées, notamment par l'OCDE, qui montrent qu'en fait, quand on regarde dans le monde occidental, il y a schématiquement 3 groupes de pays. Les pays dans lesquels la reproduction des inégalités est la plus forte, c'est plutôt les pays libéraux comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Et en Europe, plus on va vers le nord de l'Europe, plus on a de la mobilité sociale. Et à l'inverse, plus on va vers le sud, plus les inégalités se transmettent. Et la France fait plutôt partie, de ce point de vue-là, du groupe des pays du Sud, dans les synthèses de l'OCDE, à savoir, on est un pays dans lequel les inégalités, en tout cas, notamment de revenus, se transmettent plus fortement, beaucoup plus fortement que dans les pays scandinaves. Donc on n'est pas un très bon élève de ce point de vue-là, et on peut notamment relier ces résultats à ce qu'on observe dans notre système éducatif, où par exemple les enquêtes PISA, dont les résultats sont régulièrement publiés, montrent que nous sommes un des pays de l'OCDE dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les résultats scolaires. Et donc comme nous sommes un pays qui fonctionne au diplôme, comme la plupart des autres pays occidentaux, c'est pas très étonnant malheureusement de voir cette reproduction des inégalités être assez forte, d'autant que les politiques publiques en France en direction de la jeunesse ne sont pas à même de réduire ces inégalités au-delà de l'école. Mais alors justement, qu'est-ce qui serait possible de faire, Nesrine Slaoui, puisque donc, ces conventions ZEP, elles ont été faites a priori avec les meilleures intentions. Il pourrait y avoir aussi une façon de stigmatiser ceux qui en viennent, et vous dites que finalement beaucoup de gens qui les utilisent viennent finalement des CSP+. Il suffit d'être dans ces lieux-là, je veux dire géographiquement, pour y participer. Votre point de vue à cet égard? Oui, comme vous le dites, c'est une enquête de Libération qui l'avait révélé, à peu près entre 40 et 50% des personnes admises à Sciences Po via les procédures CEP viennent de milieux CSP+. Donc, il y a une stratégie de déviation, de contournement de la stratégie. Là, je pense qu'on va dans le bon sens parce que les Sciences Po commencent à annuler tout simplement le concours d'entrée et à juger sur un dossier scolaire qui est un peu plus sur le long terme. Après, on sait qu'il y a des différences aussi d'écart d'éducation entre les banlieues défavorisées, les banlieues plus aisées, les milieux plus aisés de Paris, par exemple. Donc c'est à voir en fait comment cette sélection va se faire. Moi, ce que je dis en fait depuis le début, c'est que tout se joue dans le jury. C'est-à-dire que l'entre-soi, pour moi, elle est déjà présente dans le jury. C'est-à-dire à partir du moment où le jury est endogamique, c'est-à-dire vient de la même classe sociale, c'est difficile de sélectionner des personnes issues d'une autre classe parce qu'il y a une espèce de code de reconnaissance par code qui se met en place à la sélection. Donc en fait, il faudrait casser tout le système de recrutement et prendre en compte justement la diversité des milieux populaires dès le départ et que ça soit pas simplement en fait un vernis. Parce que le problème, c'est quand la diversité devient un vernis pour dire effectivement on a plus de boursiers, effectivement on a plus de personnes issues de l'immigration, mais au final, ceux qui ont le poids dans l'école, ceux qui décident et ceux surtout. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que Sciences Po ne suffisait pas pour s'en sortir dans la vie, en fait. Et c'est par exemple Ryan qui m'en parle dans le livre, c'est-à-dire que quand vous êtes issu d'un milieu populaire, quand vous êtes issu de l'immigration encore plus, le diplôme Sciences Po, en fait, il vous aide effectivement à intégrer d'autres milieux professionnels, mais c'est pas pour autant plus facile. La porte, elle n'est pas plus ouverte, en fait, bizarrement, parce qu'il y a d'autres stratégies qui se mettent en place. Par exemple. Le réseau, par exemple, il y a le réseau qui est manquant, le réseau de parents. Moi, quand je suis arrivée à Paris, par exemple, j'ai choisi un métier, le journalisme, où je n'avais aucune connaissance. Donc, ça prend du temps pour se faire une place comme ça dans un métier sans avoir de réseau. Et il y a, vous le dites très, très bien tout à l'heure, il y a le problème de l'urgence à trouver du travail, parce que financièrement, c'est compliqué. C'est plus compliqué que ceux qui sont issus de milieux aisés. Les enfants issus de milieux populaires doivent faire des choix très rapides, tout simplement pour que leurs études soient rentables.
et pour que tous ces sacrifices-là financiers de leurs parents pendant ces études payent le plus rapidement possible. Donc il y a des stratégies comme ça qui font que finalement Sciences Po effectivement nous aide un peu à trouver un travail qui nous plaît et en tout cas à réaliser un objectif professionnel, mais il y a quand même d'autres blocages et qu'il faut arriver à casser urgemment. Camille Penny, c'est intéressant, d'ailleurs, c'est une notion qui avait été développée par Raymond Boudon sur le fait que les familles populaires devaient choisir des filières courtes parce qu'elles étaient les moins onéreuses, avec toute une série de conséquences en chaîne. Oui, il y a cette question-là, des choix d'orientation, et plus un système, si on se place dans cette logique-là, plus un système propose des paliers d'orientation fréquents, plus ça augmente les inégalités. Moi, je voudrais juste réagir sur un point, c'est au-delà du système des grandes écoles auquel appartient Sciences Po, il y a les premiers cycles universitaires. Et un message important, je pense, à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la démocratisation scolaire passe par les premiers cycles universitaires. C'est-à-dire que le système des classes préparatoires et des grandes écoles accueille une minorité d'élèves et l'immense majorité des étudiants arrivent dans le système universitaire et notamment l'immense majorité des étudiants de classe populaire ou d'origine populaire. Et donc je pense qu'il y a un plan d'urgence à mettre en place pour les premiers cycles universitaires. Là on le voit aussi finalement avec la pandémie de coronavirus où on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout en condition d'accueillir correctement les étudiants, qu'il y a un manque de moyens criant. Il y a des premiers cycles universitaires qui tournent avec la moitié des enseignants qui ne sont pas des enseignants titulaires, c'est-à-dire c'est des enseignants vacataires qui sont payés plusieurs mois après. Bon, donc je pense qu'il y a vraiment l'idée que si on veut réellement agir pour la démocratisation scolaire, c'est très important que Sciences Po devienne aux couleurs de la France, que les grandes écoles soient plus justes dans leur sélection, mais il doit y avoir un plan d'investissement massif dans les premiers cycles universitaires qui font face à ce choc de la massification scolaire qui est parvenu dans l'enseignement supérieur et qui n'a pas les moyens réellement de bien le faire. Lorsqu'on regarde tous ces trajets, alors le terme de transclasse ne vous plaît pas, Nesrine Slaoui, mais on peut l'utiliser par commodité pour désigner des personnes qui n'ont pas eu le destin social auquel leur origine sociale les prédestinait. À chaque fois que j'en vois un, il y a toujours un grain de sable. Un grain de sable qui explique que la personne finalement a fait autre chose que ce qu'elle était statistiquement vouée à faire. Dans votre cas, quel était le grain de sable ? Moi, je dis souvent que c'est parce que je suis fille unique. Parce que c'est peut-être bateau, mais en fait, si j'avais eu des frères et des sœurs, ça aurait été plus compliqué pour mes parents, à mon avis, de financer un départ aussi loin. Parce que, comme vous l'avez dit, j'ai grandi à Apt. Apt, c'est 700 km de Paris, c'est loin. Donc, partir, ça voulait déjà dire payer un loyer et subvenir à mes besoins quotidiens. Donc, ils ont pu le faire parce que j'étais seule. Parce que mon père est maçon, ma mère est femme de ménage. Ils ont pu le faire parce que j'étais seule. Et je me suis souvent posé la question de si j'avais eu un frère et une sœur, si on était plus, est-ce que ça aurait été possible ? Est-ce qu'on aurait pu, j'aurais pu avoir cette trajectoire-là ? Évidemment, il y a aussi des professeurs, moi je me rappelle de ma professeure de sociologie en terminale, et moi c'est la sociologie qui m'a sauvée de ma condition, parce que plus j'avançais dans ce parcours-là, plus je comprenais ce qui se jouait. Moi, Pierre Bourdieu, je l'ai lu comme un manuel de survie en milieu hostile, en fait. C'est-à-dire que je comprenais la violence de classe à travers lui, et ça permet, en fait, de se détacher un peu de ce qui se passe, parce que émotionnellement, ça peut être très éprouvant. Donc moi, c'est juste déjà le fait que j'ai plus de chance en certaines conditions que d'autres personnes qui sont plus défavorisées. Et en même temps, c'est parce que j'ai trouvé, moi, dans la sociologie, quelque chose qui pouvait m'apaiser et qui pouvait me faire comprendre le fonctionnement de la société, en fait. Mais alors, quand Bourdieu vous présente les contraintes qui s'appliquent à l'individu dans la société, pourquoi ces contraintes, elles ne vous ont pas désespéré ? Quand est-ce que vous vous êtes dit, finalement, cet habitus, tous ces critères, je peux les faire miens, Nesrine Slaoui ? Parce que je pense qu'à un moment donné, on voyait, notamment quand Sciences Po s'est démocratisé, médiatiquement parlant, on commençait à poser cette question sur la table. Et j'ai eu ce qu'on appelle des modèles, des exemples. Ryan en fait partie dans le livre, je le cite. C'est-à-dire que j'ai pu m'identifier à des personnes qui avaient à peu près les mêmes conditions de naissance que moi et auxquelles je pouvais m'identifier dans le parcours, leur demander des conseils qui soient vraiment plus précis. D'ailleurs, c'est même le conseil que je donne à la fin du livre, c'est qu'il faut aller chercher des modèles et des exemples. En même temps, je dis que la méritocratie n'existe pas, donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir des modèles et des exemples pour y arriver, mais ça peut déjà aider à trouver un peu du réconfort déjà et à trouver aussi les manières de faire. C'est-à-dire que moi, on m'a aidé pour faire ma lettre de motivation. C'est Ryan qui m'a aidé parce que mes parents ne pouvaient pas m'aider. Donc voilà, c'est une espèce d'entraide qui se crée petit à petit entre personnes issues de l'immigration et de milieux populaires qui intègrent ces milieux élitistes.
Camille Penny, alors là, cette problématique, elle se retrouve un peu dans tous les pays, avec des débats qui finalement sont les mêmes. La France a choisi une voie particulière, c'est-à-dire que la question de quotas, de statistiques ethniques, tout ça, a priori, est assez compliqué en France à mettre en œuvre. Ça heurte une certaine forme d'universalisme républicain. Est-ce qu'il est possible de trouver une voie française ? Est-ce qu'on va être contraint d'abandonner cette voie-là ? Je pense que ces dispositifs qu'on appelait de discrimination positive, quand ils ont été mis en place, se sont maintenant relativement généralisés dans ces écoles. Moi, je pense que ce qui est important de voir, encore une fois, c'est de regarder ce qui se passe un peu dans d'autres pays et de voir que la lutte pour la démocratisation scolaire, pour l'égalisation des chances, elle commence très tôt, en fait. Et j'ai presque envie de dire que quand on est en terminale et qu'il s'agit de s'orienter, c'est presque déjà trop tard. Ce que je veux dire, c'est que là encore, la comparaison européenne montre qu'il y a des systèmes éducatifs qui sont moins élitistes que le nôtre, qui sont plus inclusifs et qui cherchent davantage à œuvrer pour la réussite du plus grand nombre, pour doter chacun d'un socle de compétences minimales qui permet de se débrouiller sur le marché du travail, plutôt que de sélectionner et de très bien sélectionner une petite élite qui est destinée ensuite à aller peupler les grandes écoles, et ensuite on va essayer d'ouvrir un petit peu les grandes écoles. Donc moi je pense qu'il y a vraiment une réflexion de fond qui est à mener sur le but de notre système éducatif, et là je citerai tous les collègues qui ont travaillé sur la manière dont cet élitisme républicain finalement contribue à la reproduction des inégalités. Et puis je pense qu'on ne doit pas laisser seulement à l'école la tâche de lutter pour l'égalité, mais que ça doit aussi se voir dans les politiques publiques, et que on voit bien par exemple qu'avec l'histoire de la question de savoir s'il faut étendre le RSA au moins de 25 ans, comment en France on considère à 18-25 ans qu'on est encore l'enfant de ses parents. Et moi je pense qu'il y a des politiques publiques qui pourraient être mises en place, qui considèrent les jeunes de 18 ans comme des adultes et qui leur donnent les moyens, au-delà du système éducatif, de vraiment se trouver. Et puis, il y a la question des stéréotypes, Nesrine Slaoui. Alors, il y a notamment un stéréotype, celui de la beurette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je déteste ce mot. Et ça va en plus dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission sur les mécanismes à Sciences Po. C'est une mécanique assez, même très sexiste de nous donner cette étiquette-là, parce que c'est Nassira Ghanif-Souleimas qui montre à quel point le terme il a changé. Au début, c'était un simple qualificatif, si je peux me permettre, de femmes issues de l'immigration maghrébine, et maintenant c'est devenu une insulte parce que c'est le terme qui est en tête des sites pornographiques, et ça prouve à quel point les femmes maghrébines sont sexualisées. Et c'est d'une très grande violence de prendre ce mot, surtout dans des milieux élitistes, quand on vous dit que vous êtes une beurette. C'est vraiment accoler à votre identité tous les stéréotypes qu'on a sur l'immigration, et en plus tous les stéréotypes qu'on a sur les femmes. Donc c'est une double discrimination en fait, à la fois sexiste et raciste. Et il y a justement un autre livre qui a été publié sur ce sujet, La question qui tue, de Sophia Aram, qui parle justement de ces stéréotypes. Mais est-ce que lorsqu'on est confronté à ces stéréotypes à Sciences Po, puisque c'est ce que vous racontez notamment dans Illégitime, le livre que vous publiez chez Fayard, comment on peut faire pour les désamorcer ? Quelles sont les arrière-pensées de ces stéréotypes, les arrière-pensées sociales ? Moi, je pense que déjà, c'est pas à nous de faire le travail. Personnellement, moi, j'ai renoncé à l'idée d'éduquer les gens sur le terme beurette. C'est-à-dire mais lorsque vous discutez avec eux. Non, bien sûr, mais c'est surtout que, en fait, ça part tout simplement de ce qu'on en apprend dès l'enfance, en fait. Si c'est des termes qu'on entend tout le temps partout, en fait, médiatiquement parlant, le mot beurette, on le retrouve souvent. On le retrouve des fois dans les synopsis des films de TF1, on le retrouve sur les plateaux de certaines chaînes télé. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on a laissé, en fait, entrer dans l'imaginaire commun et dans les discussions publiques. Donc forcément, c'est qu'il existe, et s'il existe, les gens peuvent encore l'utiliser. Donc c'est surtout tout passe par l'éducation en fait. Il faut le démonter, il faut montrer à quel point il est raciste et sexiste. Et puis surtout, on est en 2020 et les femmes maghrébines sont maintenant nombreuses et elles sont complexes et on a toutes des trajectoires différentes. C'est tout simplement une aberration de nous mettre sous une seule étiquette qui nous en fait résumerait toutes. Ça n'a pas de sens. Camille Penny, votre point de vue sur les différentes étiquettes, sur la manière de stigmatiser, là aussi ça renvoie à des stéréotypes. Avant-guerre, il y avait le stéréotype de la juive qui a été largement utilisé aussi dans un but évidemment péjoratif. Aujourd'hui, cette diversité sociale et la manière de la nommer. Je pense qu'en fait, moi, ce qui me marque quand on écoute les jeunes, c'est justement la capacité qu'ils ont à s'accepter finalement et à vivre ensemble.
Moi, j'ai toujours du mal quand on me demande de qualifier cette génération. Qu'est-ce qui qualifierait cette génération ? Moi, j'ai l'impression que cette génération-là, pour le coup, c'est une génération qui est habituée à la diversité et c'est quelque chose qui est, je trouve, un encouragement, en fait. J'ai l'impression que, finalement, ces stéréotypes, ces assignations, bien sûr, elles seront toujours présentes, puisque c'est quelque chose qui est important dans l'imaginaire de certains. Mais j'ai l'impression que ces nouvelles générations sont habitées par ce souhait, en fait, de vivre et de cohabiter ensemble. Une dernière question, Nesrine Slaoui. Aujourd'hui, vous êtes journaliste au terme de ce parcours que vous racontez dans Illégitime aux éditions Fayard. Est-ce que vous vous sentez journaliste à part entière ? Est-ce que vous regardez les autres journalistes comme des gens qui ne sont pas comme vous ? Bonne question. Non, je me sens journaliste à part entière. Je me sens journaliste à part entière parce que déjà, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à partager ce sentiment-là d'illégitimité et que de nombreux journalistes ont eu le même parcours que moi socialement. Donc finalement, on se retrouve et je le vois notamment quand on me contacte après le livre pour me dire « je suis journaliste, je me suis reconnue moi aussi dans tout ce que tu racontes ». Mais je serais dans un sens toujours en fait qualifiée comme journaliste engagée parce que tout ce que je porte comme étiquette fait de moi forcément aux yeux des autres quelqu'un de différent. Mais en même temps, pour moi, c'est la seule manière d'être journaliste, c'est d'accepter justement toute son histoire, d'accepter sa subjectivité, ce qui permet en fait d'avoir un regard différent sur le monde. Ce qui est un thème, Camille Penny, un petit mot de conclusion, ça montre effectivement la difficulté aussi de se sentir peut-être à l'aise dans ce monde social pour beaucoup d'individus. Oui, c'est vrai qu'on a des rapports de domination qui sont des fois difficiles à vivre et où il faut avoir beaucoup de ressources pour pouvoir survivre dans ces milieux-là. Oui. Le destin au berceau, votre livre aux éditions du Seuil, Camille Penny, et Illégitime chez Fayard, votre ouvrage, Nesrine Slaoui.